Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de féminisme et d'indépendance, mais juste avant, permettez-moi de vous inviter à vous abonner, à commenter, à aimer, à partager nos vidéos, nos épisodes. C'est vraiment ça qui nous fait découvrir. Puis on veut se faire découvrir parce qu'on veut faire avancer le camp du oui, on veut le faire agrandir. Donc, si vous le voulez bien, aidez le camp du oui, partagez, abonnez-vous, c'est vraiment important. C'est comme ça qu'on se fait découvrir sur la majorité des plateformes. Donc, on est présent sur TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, bref, toutes les plateformes, pensez-y, on est là. Donc, je le disais, on va parler de féminisme et d'indépendance, mais juste avant, permettez-moi de présenter le commanditaire de cet épisode-ci. En fait, Florence, veux-tu nous parler du commanditaire? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on est chanceux vraiment d'être... parce que j'ai la chance de vous parler des fonds indépendantistes du Québec. Donc, doté d'un actif de près de 200 000 $, le fonds se donne pour mission de financer des projets citoyens qui visent à promouvoir la souveraineté politique du Québec auprès des personnes indécises. À titre d'organisme à but non lucratif, le fonds assume des dons, gère un portefeuille de placement, évalue les projets qui lui sont proposés et finance ceux sélectionnés. Depuis sa fondation, il y a bien 5 ans, le Fonds indépendantiste du Québec a redirigé des dizaines de milliers de dollars dans de multiples initiatives visant à convaincre des vertus de l'indépendance du Québec. Pour en savoir davantage ou pour contribuer financièrement au fonds, consultez le FIDQ, comme Québec, .québec.ca. Juste point Québec. Juste point Juste point J'ai Québec, donné on aime ça, c'est très, ouais, très c'est comme point. Ouais. Puis justement, on les remercie énormément parce que ils nous permettent justement d'enregistrer financièrement cet épisode-ci parce que ça comporte certains coûts d'enregistrer des épisodes, louer le local, etc. Donc, on les remercie. C'est un super organisme qui vient en aide à de nombreuses organisations, de nombreux militants, militantes qui font des projets indépendantistes. Donc, on les remercie. Je remercie également la boutique 50% plus 1. Vous la connaissez si vous êtes un habitué ou une habituée du podcast. Donc, encore une fois, je me permets de vous rappeler qu'ils vendent des produits de toute nature, des livres, des vêtements, des porte-clés, etc. Ça vaut vraiment la peine d'aller y jeter un coup d'œil. Donc, maintenant, je me tourne vers notre invitée, Marguerite Landry. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Très bien, merci. On est très content de te Ben recevoir. oui, tu es une indépendantiste qui s'implique dans les Oui Québec. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, veux-tu te présenter? Oui, mais je m'appelle Marguerite Landry. Je milite au Oui Québec depuis un peu ici et là depuis, disons, 2 ans. Mais mon militantisme s'est accéléré dans la dernière année, là, depuis janvier. Mais à part de ça, j'ai fait un bac en sciences politiques. Sciences politiques, ça a toujours été proche de moi, que je l'avais ou non. Et là, je suis à la maîtrise en communication. Je travaille sur les femmes au municipal. Et voilà, mais je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Ben, on est très contents. Oui, Puis je pense que tu t'es impliqué aussi au mouvement des jeunes souverainistes. Ouais, exact. Mon militantisme a commencé par là. C'était c'est un peu bizarre, mais je venais de rompre. Je savais pas où donner la tête. Puis c'était le COVID. Fait que j'ai commencé à m'impliquer comme ça. On faisait des Zooms à chaque semaine pour organiser des manifestations pour le français. On avait fait une lettre pour la défense du français à cette époque-là aussi. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis le MGS, c'est un peu... c'est dissous. Puis après, j'ai suivi la mouvance avec Alex Valiquette pour se joindre au Oui Québec. Puis c'est vraiment un choix que je regrette pas du tout d'avoir fait. Ça durait combien de temps environ, le MGS? Je sais pas, parce que moi, je suis arrivée un peu après le début, puis je suis partie à la fin, mais je voudrais pas dire n'importe quoi, là, mais peut-être comme 1 an et demi, 2 ans. Okay. Assez pour faire au moins comme 3 événements. On avait fait des rassemblements à l'UQAM, par exemple, manifestations. Puis c'était cool, parce que c'était comme la première fois que je parlais d'indépendance avec des jeunes. Puis c'était vraiment des gens qui étaient très, très jeunes. Là. C'était 16 ans, 17 ans, 18 ans. Oui, exact. Moi, j'avais 19 ans à ce moment-là, mais il y en avait des plus jeunes que moi. Il y avait beaucoup de gens au cégep. Fait que c'était cool de voir que c'était des gens qui n'étaient pas du tout là en 95, mais qui étaient là en 2020, ils étaient là. Puis il était motivé, puis il était full politisé. Ah, mais c'est beau que vous parlez de ça. Moi, on dirait que j'ai vraiment eu aucun souvenir de ça. Là, moi, je me suis juste assistée aux premiers événements des Oui Québec, des rassemblements. Mais je savais pas qu'avant, il y avait eu comme cette effervescence-là. Là. C'est vraiment cool. Là, ouais, je pense que c'est... tu sais, par le MJS, c'était un petit mouvement. On n'était pas tant,
Mais ça a comme confirmé qu'il y avait un intérêt qui était toujours là, de parler d'indépendance. Puis moi, c'est ça qui m'a frappée, de comme, ah ouais, je suis pas toute seule. Comme il y a des gens qui croient à la même chose que moi. Effectivement, parce que c'était quand même un mouvement, comme tu dis, avec quelques personnes, mais qui vous faisiez quand même des grands événements, des grands coups d'éclat. Oui, pardon, mais parce qu'on faisait aussi des événements avec du contenu. Comme on était, je me souviens vraiment, on était dans une salle à l'UQAM, on avait des petits groupes, on parlait un peu comme World Café, puis on parlait d'environnement, on parlait de justice, on parlait de démocratie, puis les gens, ils avaient des idées, là, puis ils voulaient changer les choses, puis fait que c'était cool de voir ça, c'était pas juste comme on est fâchés. Il y avait aussi beaucoup de contenu derrière. Puis c'était un contexte qu'on entendait moins dans les médias parler d'indépendance. Là, aujourd'hui, on est en 2024, le Parti québécois est premier dans les sondages, donc les médias ne font que ça, pratiquement, parler d'indépendance. Et c'est vraiment tant mieux. Moi, j'avais justement fondé Génération Oui parce que je voulais donner une tribune médiatique à l'indépendance, mais le MJS, ça permettait de parler d'indépendance par des jeunes, pour des jeunes dans les médias, donc c'était vraiment très positif. Toi, tu as connu plus, tu le disais, les événements des Moi, c'était plus les événements, là, de voir de la musique, ben justement Alex Valiquette qui parlait avec un beau discours. Fait que mes amis allaient, donc j'étais comme, ben moi aussi, je vais venir. Donc je pense que c'était plus ça. Fait que je voyais comme tout ce côté-là artistique, tout ce beau rassemblement-là. Mais je trouve ça beau de savoir qu'il y a eu comme aussi des moments où les gens pouvaient échanger puis comme en parler. C'est ça qui est le fun. Hein? Tout à fait. Oui, puis je pense que c'est aussi dans les prochains mois, dans les prochaines années, ça va être quelque chose qu'on va vouloir ramener ça au Québec, de la pensée politique puis du contenu. Oui. Puis depuis que je suis au Québec, je suis vraiment arrivée, moi, avec cet objectif-là. Moi, organiser des concerts, je sais pas comment faire. Mais réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire de l'indépendance concrètement, ça, j'aime ça, puis ça me réveille la nuit. Fait que c'est pour ça que je suis là, je pense. Ben, c'est parfait, c'est complémentaire, justement. Alex, ici, comment organiser des concerts. C'est complète. Mais c'est super, ça. Puis justement, donc, tu as commencé à t'impliquer au Oui-Québec après la fin un peu du MJS. Il y a eu une vague de gens qui sont allés vers les Oui-Québec. Puis là, récemment, je sais pas, je me souviens pas si tu l'as mentionné avant ou après l'épisode, mais tu es devenue vice-présidente donc, du Oui-Québec. Donc, ça montre encore plus ton engagement. Comment tu prends ce rôle-là jusqu'à présent? Ben, on m'a approché, disons, au mois de janvier, février. Et moi, ça a été une complète surprise. Puis je pense que c'est beaucoup lié aux enjeux de féminisme, là, mais j'avais un immense syndrome de l'imposteur. Je me disais... On me disait, on nous a quelqu'un qui connaissait la politique et tout. Moi, je me disais, mais pourquoi vous me demandez à moi? J'ai 23 ans, j'ai jamais eu d'emploi. Comme, pourquoi vous me demandez? Puis finalement, ben, j'ai réalisé que c'était correct de pas tout connaître. Puis que les Oui-Québec, c'est un travail d'équipe qui est constant. Puis on s'entraide, puis on se pose des questions, puis on avance ensemble. Fait que cette tribune-là, d'être maintenant vice-présidente, mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Puis ça a apporté à l'organisation parce qu'on a maintenant, tu sais, on développe des nouvelles réflexions, on travaille différemment. Fait que c'est vraiment une chance que j'ai eue là, de commencer ce poste-là. Tout à fait. Puis, ben, c'est super. Si justement tu parlais des enjeux féministes qui sont liés à ce poste-là, on peut sauter directement dans le bloc sur le féminisme. Mais juste avant, en fait, je voulais te demander, toi, comment tu es devenue indépendantiste? Ben, je dis toujours la même chose à cette question-là. Moi, je l'ai toujours été indépendantiste. Je suis comme née indépendantiste par défaut, par ma famille. J'ai essayé de voir, tu sais, quand j'ai eu genre 16 ans, je suis arrivée au cégep, je me suis dit, ouais, peut-être que je devrais vérifier si mes parents avaient vraiment raison d'être indépendantistes, tu sais, juste pour être sûre. Puis, ben, ils avaient raison. Je pense qu'ils ont fait le bon choix. Puis, fait qu'ils m'ont très vite dans ma jeunesse, comme, parlé de ce mouvement-là, puis de ces idées-là. Puis, fait que je l'ai toujours été. Mes raisons ont évolué, je pense. Les arguments qui me touchent changent d'année en année, le plus. Mais c'est correct. Est-ce qu'il y a un argument qui est comme majeur? Tu dis qu'il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y en a un qui... Ben, avant, c'était l'environnement. Maintenant, c'est le féminisme. Cool. Ça change beaucoup. Puis je pense que en vrai, là, je pense que c'est quelque chose qu'on doit accepter dans le mouvement indépendantiste. Qu'avec les époques, avec les années, les raisons qui motivent les gens à être indépendantistes, ça ne sera pas les mêmes. Puis c'est correct. Puis l'argumentaire, il évolue, le discours, il évolue. Puis c'est pas grave. Chacun trouve ses raisons. Oui, tout à fait. Puis, donc,
eu un éveil, disons, indépendantiste, ben t'as toujours été indépendantiste, t'es Elle est allé née, là, confirmer Je suis indépendantiste. née. Elle est née comme née ça, elle est indépendantiste, sortie t'es allé déjà. confirmer Ouais. tes... Mm. tu sais, t'es allé confirmer tes convictions, voir si tes parents avaient raison. Une fois que tu as C'est vu bon, que tes ça. parents avaient raison, qu'ils étaient dans Ouais. le bon chemin, Ouais. tu as décidé de t'impliquer, comme on le disait tantôt, au MGS. Pourquoi pas un parti politique? Puis c'est pas une question piège. Là. Il y a différentes façons de s'impliquer, puis je pense qu'elles sont toutes valables. Ben ça va être une réponse très concrète, là, mais je pense que je savais pas comment. Je connaissais personne dans les partis au cégep. C'est personne qui avait sa carte de parti. Je savais même pas comment on faisait pour avoir une carte de parti. C'était une époque où non plus, pour adhérer à un parti, est-ce qu'il faut aller lire l'entièreté du programme du parti sur le site Internet, puis comparer tous les programmes, savoir qu'est-ce qu'on aime le mieux. Moi, je voulais pas embarquer dans ce travail-là. Puis le MGS était là, fait que je me suis lancée. Puis il y a une des raisons qui motive beaucoup le militantisme chez les gens, c'est les contacts sociaux. Puis des fois, c'est plus fort que les idées même. Puis je pense que dans mon cas, c'était pas plus fort que les idées, mais c'était aussi beaucoup ça. C'était, on se rassemble ensemble, on pense ensemble, on se crée des liens. Puis ça a aussi beaucoup motivé pourquoi je suis allée au MGS. Non, c'est intéressant. Puis... je le disais tantôt, on va sauter maintenant dans le bloc sur le féminisme parce qu'on veut parler de féminisme et d'indépendance. Je pense que c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup, qui est important. Fait que, toi, je te posais la question, comment tu es devenue indépendantiste? Maintenant, comment tu es devenue féministe? Est-ce que tu l'as toujours été, ça aussi? Oui, ben, je pense que oui, je l'ai toujours été, mais le féminisme, là, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense. C'est... Les études féministes, c'est un champ d'études. On peut étudier toute notre vie en féminisme. On ne pourra jamais tout connaître, même en tant que femme. En tant que femme, on a une réalité qui est propre à nous. On vit des inégalités qui sont propres à nous, qu'on partage avec certaines femmes, qu'on ne partage pas avec d'autres. Mais donc, on a une petite vision du monde. Fait que ça fait de moi une féministe aujourd'hui. Mais la pensée féministe est venue en moi après. Parce que c'est quelque chose qu'on développe avec le temps, parce qu'il faut constamment lire, puis il faut s'informer, parce que c'est pas quelque chose qu'on vit, le féminisme. C'est quelque chose qu'on vit, quelque chose qu'on ressent dans notre corps, vraiment fort, mais c'est aussi quelque chose qu'on pense. Puis ça, c'est venu après. Est-ce qu'il y a des figures, est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont parlé du féminisme quand tu étais jeune, ou je sais pas, est-ce que tu avais une grand-mère ou quelqu'un qui... Ben oui, je pourrais dire toutes les femmes de ma famille, je pourrais dire... Moi, je suis allée dans une école de filles au secondaire. OK. Puis aujourd'hui, je suis dans un groupe de 10 filles. Puis ça fait 10 ans qu'on est des amis. Cette année, on a célébré nos 10 ans d'amitié. Oh, puis, tu sais, je sais que mes enfants vont avoir 10 mères. Ouais. Oh. Puis ça me fait aimer. Je suis maintenant reconnaissante de valeurs féministes qui circulent à travers notre groupe. Des valeurs d'écoute, des valeurs d'équité, tout ça qu'on partage dans ce groupe-là, qui sont pour moi fondamentalement féministes. Ouais. C'est intéressant. Puis là, tantôt, on parlait de l'indépendance, on parlait du fait que c'est lié à ton engagement féministe. Justement, au Québec, vous avez mis sur pied un comité féministe. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu t'inviter à notre micro pour en parler des enjeux féministes également. Comment que c'est venu, cette idée-là, de faire ce comité féministe? Disons que pas la dernière Saint-Jean, là, mais celle de l'année passée, j'avais un peu parlé à des filles qui sentaient le besoin d'avoir un comité au sein des Oui-Québec parce qu'il y en a déjà eu un, puis c'était comme un enjeu qui était temps qu'il revienne dans le discours indépendantiste. Mais personne n'avait le temps de le remettre sur pied. Fait que ça s'est fait un peu au compte-gouttes à travers l'été, mais depuis l'automne passé, oui, on avait... Nos premières rencontres, on était 3. On faisait comme un espèce de club de lecture où on lisait un texte par comme moi, puis on s'en parlait. Puis après la deuxième rencontre, on était 4, puis on parlait de nos... On avait une rencontre super intéressante sur notre expérience en tant que femme qui milite, tout simplement, là, même pas juste en tant qu'indépendantiste. Puis à partir de là, tout a déboulé parce qu'on a vu l'importance de partager nos expériences du militantisme comme femme, puis de créer un espace où nos voix étaient entendues. Puis c'est ça, fait qu'après, à l'automne, à l'hiver, on a un peu plus officialisé tout ça. On a eu une grande rencontre où on était plus que 3 personnes ce printemps, puis c'est parti comme ça, là.
Puis vous parliez de textes, vous racontez des auteurs, des... Ben, il y a le livre le Oui des femmes, que ça, notre plan, c'était de le traverser chapitre par chapitre, mais qu'on n'a finalement jamais eu le temps. Puis bon, ça reste que c'est beaucoup de contenu, c'est beaucoup de... Mais je pense qu'une des choses qui a émergé de ce comité-là, c'était qu'on voulait développer un discours qui était à la fois indépendantiste et féministe. Dans un espace où on avait le droit de le faire, puis dans un espace où on se sentait libre de le faire, avec des gens qui ont les mêmes sensibilités que nous, ou qui ont la même écoute que nous, en tout cas. Donc, on voulait créer un espace à nous qui nous permettait de développer ce discours-là en toute liberté. Puis je pense que c'est un peu ce que le comité veut faire. Puis aujourd'hui, on va peut-être s'y revenir plus tard, mais c'est quoi la mission du comité? Puis surtout, s'il y a des femmes qui nous écoutent, qui veulent s'impliquer pour l'indépendance et le féminisme, comment on s'implique dans le comité féministe? Ben, comment on s'implique... Vraiment, écrivez au WiKébec sur Instagram, vous pouvez m'écrire sur Facebook. C'est vraiment on a toutes nos adresses courriels à Camille Goyette-Gingras, la présidente des WiKébec. Elle est aussi dans le comité, évidemment. Nos 2 adresses courriels sont sur le site des WiKébec. Là, vous pouvez nous écrire. C'est vraiment, en ce moment, on a une convo Messenger où on se partage nos craintes, nos peurs, nos rêves. Puis vous pouvez vous joindre à cette convo-là. Puis on va organiser des événements. Puis on va se partager des lectures. On est vraiment très ouverte à grandir là, comme comité. Si tu veux te rejoindre au comité... Là, ça me tente. Je savais pas qu'il y avait un livre qui s'appelait Le Oui des femmes. Oui, c'est cool. C'est qui l'a écrit? Est-ce que tu... oui, là, je vais pas dire de mensonges, mais c'est le récit qui était comme le comité des femmes avant au WiKébec. Puis c'est plein d'autrices là, qui abordent un peu comme du même style que le livre qui fait dire oui. Chaque chapitre a comme un thème, un argumentaire différent. Il y a beaucoup de... Tu sais, il y a de l'histoire aussi, des liens entre nationalisme et féminisme à travers le temps, mais il y a aussi des réalités plus actuelles. C'est vraiment un bon livre. C'est comme une bible. Parfait. Je vais la lire. D'ailleurs, si vous voulez vous le procurer à la maison, il est disponible sur le site de notre commanditaire, la boutique 50% plus 1. Et obtenez un rabais de 10% avec le code promo Génération Oui. C'est un très bon livre. Tu fais bien de le mentionner. Puis, est-ce que tu as parlé des figures féministes? C'est quoi les rapprochements que tu fais entre la cause indépendantiste et la cause féministe? Ben, pour moi, le mouvement indépendantiste, c'est un mouvement de libération, puis les mouvements féministes sont des mouvements de libération. En ce sens-là, il y a un parallèle évident. Je pense que, tu sais, j'avais un ami qui me disait que la seule solution là, à tous les problèmes de la société, c'est de faire la révolution. Puis pour moi, l'indépendance, c'est une révolution qui est écologiste, une révolution démocratique et c'est une révolution féministe. Parce que c'est repenser nos institutions pour y inscrire les principes d'équité, les principes de démocratie, les principes de droits des femmes au sein même des institutions. Puis en ce moment, dans le sein du Canada, ben c'est pas ça qu'on a. Fait que c'est comme une occasion en or de finalement inscrire des droits des femmes dans les institutions. Oui, mais c'est sûr que quand on parle des droits, là, tu sais, comme moi, souvent, j'en parle à chaque fois. Je pense qu'on me demande pourquoi, justement, je suis féministe ou je suis indépendantiste. C'est comme ça vient ensemble. Là. Je veux dire, quand on regarde, justement, on dirait qu'au Québec, on est comme dans notre bulle, on oublie qu'on a ces droits-là, mais quand tu sors un peu ailleurs, dans le Canada, tu réalises que les femmes n'ont pas cette réalité-là, n'ont pas la même chance que nous. Fait qu'il y a comme un débalancement, là, tu sais. Exact. Puis ça, c'est vraiment un argument qui est comme central parce que, je veux dire, le gouvernement fédéral, en ce moment, détient le droit de légiférer sur les agressions sexuelles, la violence conjugale, tout ce qui est au code criminel, la prostitution, la traite des personnes, qui sont souvent des femmes et des enfants. Et toutes ces responsabilités-là, nous, comme le Québec, on les met dans les mains du fédéral. Mais le fédéral, il doit concilier avec le Québec et toutes les autres provinces qui ne sont pas du tout d'accord, puis qui ne sont pas du tout au même niveau dans ces enjeux-là. Je veux dire, il y a environ 100 points d'accès à l'avortement au Canada. Il y en a 50 au Québec. Il n'y en a aucun au Nouveau-Brunswick. Je veux dire, il y a des disparités flagrantes. Donc, laisser dans les mains du fédéral toute cette responsabilité-là, personnellement, je trouve que c'est très risqué. Ben oui.
Ben oui, mais tellement, là. C'est comme... Tu parlais du code criminel, puis juste comme le fait... Par exemple, moi, j'avais eu des cours de criminaux au cégep, puis on parlait qu'il n'y avait pas le mot féminicide, là, mais tu sais, on le sait qu'il y en a. Je pense qu'à Montréal, il y en a... Je veux pas me tromper dans les chiffres, mais il y en a vraiment beaucoup, là. Puis on le sait que c'est un problème, mais si on avait un code criminel québécois, ben là, je me dis, ben ce serait peut-être encore plus accessible puis plus facile de mettre ce mot-là puis de réaliser qu'il y a un enjeu, tu sais. Quand tu le nommes, ben là, il y a un enjeu, finalement. Exact. Puis je pense que une des choses que les mouvements féministes nous ont appris, c'est qu'on peut jamais prendre les droits des femmes pour acquis. Mais sauf que quand ton droit il est inscrit dans ta constitution, c'est quand même un maudit bon début. Mais oui, tellement. Là. Puis la France, elle vient de mettre l'IVG dans sa constitution, mais rien ne nous empêcherait de faire la même chose. En ce moment, c'est impossible. C'est impossible que le droit à l'avortement soit dans la Constitution canadienne. Pour celles et ceux qui nous écoutent, l'IVG, c'est... C'est interruption volontaire de grossesse. Donc, c'est l'avortement. Oui. Qui est depuis quelques mois, qui a fait son entrée dans la Constitution officiellement. Exact, en France. Ouais. Puis c'est ce que ça nous permettrait de faire, justement, l'indépendance. On pourrait mettre des droits comme celui-là. Quel autre droit qu'on pourrait mettre pour les femmes dans la Constitution? Exact. Je vous nommais, tu sais, ce qui est par rapport aux agressions sexuelles, à la prostitution, à la traite des personnes, tout ça, on pourrait le légiférer en représentant vraiment là où le Québec est rendu dans sa réflexion. Alors que là, on est obligé d'avoir cette réflexion-là avec d'autres provinces qui ne sont pas nécessairement d'accord avec nous sur tous ces points. Tu sais, les Québécois, Québécoises, c'est ceux et celles qui sont les plus susceptibles de s'identifier comme pro-choix dans tout le Canada. Ça veut dire quelque chose. Là. Puis il y a tout le volet constitutionnel, mais il y a aussi le volet code criminel, exact. qui a fait mention pour le féminicide, les agressions sexuelles, la violence conjugale. Il y avait, on a reçu Christine Labrie qui nous en a parlé. C'était la violence coercitive que le Québec veut mettre dans le code criminel, mais que c'est un petit peu plus lent du côté des autres provinces. Donc le fédéral, ça... Pardonnez-moi l'expression, ça branlait dans le manche, là, ça prenait beaucoup de temps. Puis pourtant, si on avait eu le plein contrôle sur le code criminel, on l'aurait mis parce que c'est une forme de violence. Ça fait partie, en fait, c'est le cœur de la violence conjugale, c'est la violence coercitive des fois qu'on entend, là, donc c'est important. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je pense que on a vu aussi l'exemple, ce qui est arrivé avec les femmes autochtones. Le Canada, ça lui a pris tellement de temps avant d'agir sur cette question-là. Puis encore là, la commission se plaint des délais puis du fait que ça avance pas. Comme, je pense que le Québec aussi a ses torts, mais le Canada, on a des grands en ce moment qu'on pourrait s'en libérer. T'sais. C'est tellement triste, ces histoires-là. Là, juste ces femmes-là qui étaient... Juste parce qu'ils n'étaient pas des femmes blanches, c'était comme pas... On n'en parlait pas dans les médias. En tout cas, c'est peut-être une autre histoire, finalement, mais je trouve que c'est extrêmement triste, là. Puis c'est fou. Non, ça m'attriste vraiment beaucoup. Oui, puis tu sais, je pense que ça va peut-être sonner un peu intense, là, mais moi, je pense que le Canada, c'est un État colonial puis c'est un État machiste. Puis le Québec n'est pas parfait. Le Québec a des torts. Puis on en a eu dans le passé. Mais devenir indépendant, c'est une occasion de restructurer ces principes-là. Puis d'inscrire dans la structure même de nos institutions puis de nos programmes des valeurs féministes. Ce qu'on ne peut pas faire maintenant, parce que c'est trop tard. On est déjà enfoncé dans notre État. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, on pense aux pensions de retraite. En ce moment, on reçoit de l'argent. On est récompensé pour le temps passé dans le marché du travail, les heures passées à travailler. Mais très simplement, on réalise que les femmes, juste par leur grossesse, sont pénalisées dans ce système-là. Parce qu'ils ont des congés de maternité plus longs, parce qu'elles ont plus tard sur le marché du travail, parce qu'elles vivent plus longtemps, donc plus longtemps à la retraite, mais en ayant moins travaillé. Et ça, c'est un exemple super concret de... on pourrait peut-être repenser ce genre de... Il y a un ajustement à faire, là. Parce que c'est ça, c'est à la base même du système qu'il y a une inégalité. C'est fou, pareil. Puis tantôt, en début d'épisode, tu mentionnais que chaque femme a une expérience différente. Puis ça forme votre pensée féministe. Justement, tu sais, moi, en tant qu'homme, je le vivrai pas, cette réalité-là. Je ne serai jamais une vieille... Une dame âgée. Une vieille femme. Je serai jamais une dame âgée, tu sais. Je ne le vivrai pas. Puis je pense. Fait que c'est fou, effectivement, de se dire, c'est ça, c'est en le vivant que des fois qu'on le voit puis qu'on le constate. Puis moi, j'avais aucune conscience de ça. Puis pourtant,
j'essaie de m'informer le plus possible, mais jamais j'aurais pu penser à ça. Là, Non, tu sais. c'est ça. Puis mais c'est ça que je trouve qui est important de développer. Parce que honnêtement, moi, ce discours-là, je l'ai depuis pas longtemps. Là, parce que c'est pas un discours qui était très présent, le discours féministe et indépendantiste. Puis, comme il n'était pas très présent, il a encore beaucoup de trous dans l'argumentaire qu'il faut développer, qu'il faut travailler, il faut qu'il y ait des groupes de femmes qui réfléchissent ensemble. Puis c'est ça notre comité. Parce que comme tu dis, moi non plus, là, je dois faire des recherches, je dois lire des articles sur Érudit, puis à travers la bibliothèque de l'UQAM, parce que c'est pas comme, allez hop, dans les médias, on parle de ce genre d'écart de genre dans la retraite. Là. C'est comme si c'était un système qui était tellement réfléchi pour les hommes, par les hommes, que c'est fou de penser qu'il n'y avait pas une femme qui a dit « Ben non, là, mais moi, je vais avoir un enfant, je vais prendre... » Tu sais, c'est comme... C'est juste des messieurs ensemble, puis on juste... Pour eux, ça fonctionnait, tu sais, mais c'est pas ça la réalité. Là. Une fois appliqué, on voit qu'il y a des lacunes. Ouais. Il y a un livre qui s'appelle « Quand la politique va mal ». C'est très bien comme titre, parce que je pense que parfois, c'est exactement ça. Puis, mais en même temps, là, j'ai ma maîtrise, je vous ai dit tantôt, sur les femmes au municipal. Puis un peu comment elles jonglent avec leur vie privée sur leurs médias sociaux. Puis donc, je lisais beaucoup de choses sur la place des femmes en politique, au Québec surtout. Et je voyais que il y a certaines femmes qui se lancent en politique parce qu'elles sont féministes. Le féminisme peut être un catalyseur vers le monde politique parce que c'est un engagement envers sa société, ça vient avec un désir de comprendre, de changer les choses. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant que on dit souvent, oui, mais comment vous pouvez amener des gens à devenir indépendantistes? Mais le féminisme, là, moi, je trouve que c'est un vecteur extrêmement puissant pour ça. Parce que ça attire des gens dans l'engagement citoyen. Absolument. Puis, je veux juste revenir sur quelque chose aussi que tu as dit qui m'a vraiment marqué. Il y a 100 points d'accès à l'avortement. Depuis tantôt, j'y pense. Il y a 100 points d'accès à l'avortement au Canada, 50 au Québec. Donc, la moitié sont au Québec. Oui. C'est effrayant. Puis après, il ne faudrait pas croire qu'au Québec, c'est parfait. Parce qu'après 12 semaines de grossesse, en Gaspésie, tu ne peux pas te faire avorter. Tu vas aller à Rimouski. Mais imagine, là, t'as 15 ans, t'as pas d'argent, tu peux pas le dire à tes parents. Tu prends pas le bus toute seule. Je suis désolée, mais quand t'habites à Rivière-au-Nord, tu vas pas aller à Rimouski. Non. Fait qu'on a encore beaucoup de travail à faire, surtout par l'étendue de notre territoire qui complexifie la question. Mais ça reste que dans le reste du Canada aussi, tu sais. Puis pourquoi qu'il y en a aussi peu? Est-ce que tu le sais? Non, mais tu sais, au Canada, l'avortement, c'est pas légalisé, on s'est décriminalisé. C'est quoi la différence entre les deux? Une des différences, c'est ça, c'est que les provinces, tu vas pas te faire arrêter si tu fais avorter. Mais ça va pas nécessairement être comme encouragé puis développé, puis on va pas faire exprès pour que ce soit facile, tu sais. Ah ouais, hein? Ouais. Il y a encore du chemin donc à faire sur cette question-là. Oui, c'est ça. Puis il y a du chemin à faire au Québec, il y a aussi du chemin à faire du Canada, mais tu sais, moi, quand je vois Pierre Poilievre arriver à la tête du Canada, je me dis, notre droit, il est quand même encore sur la ligne, tu sais. Puis on se plaint toujours parce qu'aux États-Unis, ça va pas bien le droit à l'avortement. Je veux dire, commencer par aller à Gaspé, là. Ouais. On dirait que c'est comme si ce mouvement-là de l'avortement, on dirait il va nous arriver, là, si Pierre Poilievre y arrive. Tu sais, aux États-Unis, c'est fou, mais devant les cliniques d'avortement, il y a des gens qui manifestent. Ouais. Au Québec, c'est quand même pas une réalité qu'on a, mais je me dis, si ça continue à augmenter cette haine-là, ce mouvement-là anti-avortement, je peux pas imaginer, là, tu sais, c'est même plus de plus être accessible, c'est comme il y a comme une haine, là. Récemment, Rubard en parlait, là, je vais pas ramener ça à Rubard, là, mais elle parlait qu'à Québec, il y a eu une manifestation, un groupe de gens anti-avortement devant l'Assemblée. Je suis comme, au Québec, là. Oui, puis c'est pour ça qu'il faut rien prendre pour acquis. Puis c'est pour fou, ça qu'il là. faut inscrire des choses à la Constitution pour que ça soit écrit noir sur blanc. Ouais. Tu sais, la semaine passée, avec ma coloc, on fouillait dans notre courrier, puis on a trouvé un petit pamphlet anti-avortement. Non. Comme horrible, genre dégueulasse. Puis, tu sais, tu te dis, moi, je tombe sur ça, mais, tu sais, j'y pense, j'ai réfléchi à chaque jour à cette question-là, ça me va. Tu sais, je vais le déchirer, mettre au recyclage, je vais passer à autre chose. Mais qui dit que c'est moi qui va tomber sur ce genre d'affaires-là? Tu sais? Fait que, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants, les enjeux féministes, puis c'est pour ça qu'ils doivent revenir dans l'espace public, là. Ouais, mais c'est comme si le fait qu'en ce moment, il y a comme une montée de la droite au fédéral, pour moi, c'est comme juste un meilleur argument d'être indépendantiste. Mais ça, j'avais appris ça dans mon bac en Sciences Po. OK. Il faut pas trop s'en réjouir. On le dit pas trop fort, mais quand il y a un gouvernement conservateur, le vote indépendantiste monte.
OK. parce que ça nous rappelle nos différences. Après là, moi, je souhaite pas que les conservateurs gagnent Non, pour moi non ça, plus. Mais hein. non, mais On n'a non. pas besoin de le souhaiter, On ça a- va arriver de toute façon. Mais non, mais genre, je dis pas ça. Je suis pas comme, Mm. oh mon Dieu, je suis vraiment pas contente. Là. C'est pas du bonheur, mais on dirait que pour moi, c'est comme, ben là, tu vois, là. Ouais. Tu sais, je parle avec mes amis qui sont pas comme convaincus par l'indépendance. Je suis comme, ben là, voyons, t'as la Exact, réponse dans le visage, là. Genre, tu sais. Ah oui, puis c'est sur Mm. toutes les questions, c'est sur le Mhm. féminisme, Oui, sur l'environnement, c'est sur surtout. la Oui. justice Ça sociale. nous le met c'est- dans la face qu'on Mhm. est différent. Mais oui. Ouais, Parfois, on a besoin de se le faire rappeler. Mhm. Ouais. En tout cas, Pierre, il est là pour nous. Oh mon Dieu, non. Donc, Ouais. grand indépendantiste, Pierre Paul, Ah, une chance qu'il est là. ok. Non, 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 non. qui est là pour nous parler du fameux bloc libéral. Ah, Bref. Parlons d'autre chose que de lui. Merci. Euh, Je suis reconnaissante. moi aussi, je suis moi-même reconnaissant de ne pas parler de lui. On en parle suffisamment. C'est quoi les différentes conceptions aujourd'hui du féminisme? Oh mon Dieu, mais c'est une large grosse question. hein. On va prendre le temps d'y aller en profondeur. OK. Ben, écoutez, c'est... moi, je suis pas une professionnelle du féminisme parce que c'est tellement large. Je pense qu'il y a certains principes de base qui sont un peu transversaux au féminisme. Tu sais, par exemple, on a le contexte... C'est, mettons, remettre en question. Le féminisme, là, ça commence par remettre en question les savoirs actuels. Toutes les connaissances qu'on a acquises jusqu'à maintenant, qui n'étaient pas vues à travers un œil féministe, on peut les remettre en question presque entièrement. Si c'est intuitif, là, remets ça en question. Fait qu'il y a toute la question d'objectivité à remettre en question. Il y a un concept que j'aime beaucoup dans les études féministes qui est l'objectivité forte. Puis ça, en gros, le dit vraiment rapidement, c'est que tu peux pas être objectif tout seul. L'objectivité, c'est l'addition de toutes les subjectivités puis de tous les angles de vue. Puis c'est un peu ça que le féminisme essaie d'apporter. Puis le féminisme, c'est des mouvements qui sont pluriels, qui sont diversifiés. Il y a le féminisme intersectionnel, il y a le féminisme radical. C'est vraiment... Puis au Québec, il y a toutes les formes possibles, toutes les mouvances. Puis c'est pas nécessaire de s'inscrire dans une mouvance, c'est pas nécessaire de toutes les comprendre. Il faut juste vraiment être à l'écoute, favoriser le dialogue entre toutes les féministes. Puis... Est-ce qu'il y a un féministe qui t'allume plus ou qui t'identifie un peu plus sans vouloir catégoriser le... Non, moi, tu sais, moi, je suis vraiment... S'il y a quelque chose que je suis, c'est anti-essentialiste. Là. Ok, je pense ouais. que ça c'est clair pour moi, dans le sens que la féminité, ça n'existe pas. C'est pas un concept qui existe. Il y a des choses qu'on partage entre femmes, mais il y a aussi des femmes qui l'ont beaucoup plus dur que d'autres femmes. Ouais. Puis ça, il faut le reconnaître, puis il faut que le système change pour que ça arrête ce genre d'inéquité-là. Mais non, moi, j'utilise beaucoup le féminisme comme une science, mais aussi comme un vecteur de changement. Puis comme... Je pense que la science, c'est correct si elle est engagée, puis si elle veut changer la société. Puis le féminisme, c'est ça que ça veut. Ça veut dénoncer des rapports de pouvoir qui sont inégaux, des rapports de domination. Puis c'est important de le faire à chaque jour. Puis mettre en lumière ces rapports de domination, ben c'est par le fait même les dénoncer. Puis c'est ce que le féminisme fait. Peut-être que je passe trop de temps sur Twitter, c'est vrai. Mais je vois souvent des débats entre des féministes plus universalistes puis des féministes plus intersectionnels. Donc, c'est deux courants assez, de ce que je comprends, dominants dans le mouvement féministe. Veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ces deux courants-là? Je pense pas que je pourrais le faire Non, ok. à la hauteur de... Non, OK. Non, je pourrais pas. Je suis entrée, je suis entrée dans la concentration d'études féministes à l'UQAM en septembre. Puis comme je vous disais tantôt, le féminisme, c'est une pensée qui est très large, puis qui est très complexe. Puis ça prend du temps, vraiment, se faire une bonne tête. Mais tu sais, je vous encourage à aller... Il y a des féministes québécoises qui sont incroyables. Il y a des articles. Vous allez voir le site de l'UQAM, l'IREF, l'Institut de recherche en études féministes. Ils ont une banque de données incroyable que vous pouvez aller voir pour lire. C'est tout classé par sujet. Ça, c'est genre... Si vous voulez en savoir plus sur ce genre de mouvement, c'est exactement le genre de questions. Est-ce qu'il y a des figures qui t'ont inspiré au Québec ou des femmes, des artistes ou des politiciennes que tu trouves qui parlent d'indépendance... Oui, qui parlent d'indépendance, mais qui parlent beaucoup de féminisme puis qui donnent un peu qui donnent la vision là, aux féministes? Je pense que en tant que femme, parler dans l'espace public, c'est très difficile. Donc, toutes celles qui le font sont pour moi
mes héros, tu sais, mes héroïnes. Ouais. Puis, parce que vraiment, l'espace public a été défini par la science politique comme quelque chose de masculin. On a tendance à pousser les femmes dans la sphère privée. Fait que, comme femme, de sortir de cette sphère de privée-là puis d'entrer dans l'espace public avec sa propre voix, déjà là, c'est un pas immense. Puis, il y en a de plus de femmes dans l'espace public au Québec. On est chanceux pour ça. À Sherbrooke, c'est 70% du conseil municipal qui est composé de femmes. C'est immense. On a beaucoup avancé dans les dernières années, mais ça reste qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles les femmes politiques travaillent puis les hommes politiques travaillent, ben c'est pas du tout les mêmes. Puis c'est là où il y a le travail à faire. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi les différences, surtout pour les hommes qui nous écoutent, c'est quoi la différence entre une femme qui s'implique en politique puis un homme? C'est sûr que chaque parcours est unique, chaque... Ouais. Mais, tu sais, je pense que la politique, ça peut être extrêmement violent. Ça peut être extrêmement hostile pour les femmes. Si on prend juste l'exemple des médias sociaux, pour moi, c'est l'exemple le plus frappant. Je veux dire, tu vas lire les commentaires en dessous de la page de Mélanie Joly, c'est horrible. Puis c'est horrible. Puis tu vas voir en dessous de la page de Justin Trudeau aussi, c'est horrible. Je veux dire, il y a des menaces de mort, c'est dégueulasse. Mais Mélanie Joly, elle va se faire insulter parce qu'elle est une femme sur des choses qui sont proprement liées à son genre. Puis c'est là où la violence, elle arrive, où elle est forte. Tu sais, par exemple, en politique, c'est très difficile la conciliation travail-famille pour tout le monde. Puis pour les femmes, d'autant plus. Parce que souvent, elles ont plus de responsabilités, puis non que ce soit juste la grossesse. Puis, avant de te lancer en politique, tu as des réflexions. Tu te dis comment je vais faire, comme je suis une mère monoparentale, comment je vais faire pour gérer mon enfant, est-ce que je vais bien arrimer mon temps. Tu as toutes ces réflexions-là, tu as des discussions, tu finis par te lancer, tu arrives, tu te fais élire, tu as déjà fait beaucoup de chemin. Rendu élu, on t'insulte sur les médias sociaux parce que tu abandonnes ton enfant. C'est là où c'est le problème, là. Ouais. C'est là où ça devient extrêmement violent. Puis ça arrive pour les femmes au ministère, ça arrive aussi pour les militantes. Les militantes qui arrêtent de militer parce que c'est trop difficile comme femme, ça arrive. J'en ai rencontré. Puis je trouve que c'est extrêmement grave parce que le militantisme, là, c'est comme la base de la démocratie. C'est le partage des idées, c'est les débats. Puis là, il y a la moitié de la population, pas la moitié de la population, mais les femmes, on est quand même la moitié de la population, puis il y en a là-dedans qui arrêtent parce que c'est trop dur. Moi, je trouve que c'est vraiment triste et que c'est très grave. Absolument. C'est fou quand même la haine sur les médias sociaux. Moi, on dirait que ça me dépasse. Surtout aussi, des fois, tu lis des articles, puis là, tu vois les commentaires qui vont venir avec. Ou, en tout cas, je sais pas si vous connaissez Martine Delvaux, mais sur Instagram, souvent, elle fait des critiques à ces commentaires-là négatifs, qui sont des articles ou des commentaires posés souvent par des hommes. Ça peut être aussi par des femmes, mais c'est souvent des commentaires qui sont juste parce que c'est des femmes, des fois impliquées en politique, ou juste des femmes qui sont comme connues, là, donc qui sont populaires, mais qui sont pas nécessairement impliquées ou militantes. Je peux pas... C'est fou, là. En plus, on devrait se dire, mais les médias, ça devrait être encore plus facile de s'impliquer. Ça devrait être encore plus accessible. Si moi, j'habite justement en Gaspésie, mais je peux m'impliquer ou je peux communiquer avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Ah, mais non, attends, là, je pourrais me faire détester en ligne parce que je... Puis, tu sais, ça, c'est vraiment intéressant le point que tu amènes parce que souvent... on a analysé les couvertures médiatiques des femmes politiques dans les médias traditionnels, fait que dans les journaux et tout. Puis les constats qui ont été faits par la recherche, c'est on parle plus de leur apparence, on parle plus de leurs cheveux, on les ramène souvent à des sujets privés, à des sujets qui comme touchent naturellement les femmes. Fait que ça, souvent, ça arrive dans la couverture médiatique des médias traditionnels. Pour se sortir de ça, on va sur les médias sociaux parce qu'on contrôle nous-mêmes notre contenu. C'est un bon réflexe. Puis après, on se fait démolir dans les commentaires. Puis on reçoit des menaces de mort, puis des menaces de viol. Mais c'est comme aussi dans le... Je vais couper, là. Mais c'est comme le livre là, de Catherine Dorion, puis qu'elle raconte juste parce comment elle était habillée, ou juste comment elle était, juste comme comment elle se présentait, pas nécessairement qu'elle portait un coton watté, mais plus le fait comment elle se présentait aux gens, puis les gens étaient comme, OK, mais ça correspond pas à la politicienne, comment elle devrait s'habiller et tout, mais... Tu sais, c'est fou, c'est juste une militante à la base qui parle de ses idées, puis c'était dur à lire, là, ce livre-là, pour moi, parce que c'était comme, à chaque fois qu'elle faisait, même si elle faisait si elle militait ou elle travaillait fort dans un projet, les médias traditionnels, surtout, ils ramenaient beaucoup. Ouais. Après, il faut faire attention, parce que quand on s'enfonce dans ce discours-là,
moi, j'imagine toutes les auditrices en ce moment qui nous écoutent puis qui Ouais. se disent « Ah, mon Dieu, je vais changer de bac. Oh mon Dieu, jamais je vais m'impliquer. » Mais non, c'est pas ça. Parce que les femmes qui sont là, elles s'entraident puis elles se parlent. Ben oui. Puis c'est... Plus il y en aura de femmes, ben plus ça sera facile. Puis c'est un monde hostile, mais ça se change. Puis ça... Tu sais, il y a les conseils municipaux qui s'adaptent puis qui laissent les enfants dans les séances du conseil puis qui adaptent les heures. Puis on vient d'ouvrir une garderie à l'Assemblée nationale. Je veux dire, il y a des initiatives qui sont possibles pour faciliter le travail des femmes en politique. Fait qu'il ne faut pas que ça soit un frein. Il faut qu'on le prenne en considération, il faut qu'on le dénonce. Mais on y va quand même, puis on n'a pas peur. Ouais. Ben oui. Parce que plus on sera, mieux ce sera. Puis il Ben faut oui. s'impliquer d'ailleurs. Une bonne façon de le faire, j'imagine que c'est dans le comité féministe. Ah! Ouais. Mais blague à part, ce que vous disiez, tu l'as mentionné, une femme, parce que moi, je ne le suis pas encore une fois, mais je vois les sections de commentaires. Je suis un mordu de politique, je lis beaucoup les commentaires. C'est vrai que c'est souvent ramené, quand il s'agit de femmes politiciennes, de femmes militantes, soit à leur habillement, à leur vie sexuelle, on le voit là présentement, ou au fait d'être mère, ou ne pas être mère. On le voit présentement aux États-Unis avec la candidate aux démocrates qui se fait ramener par le candidat à la vice-présidence pour le Parti républicain qui l'a ramené au fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Puis au contraire, quand une femme a des enfants, tu l'as mentionné, mais s'implique en politique, on l'accuse d'abandonner ses enfants ou de ne pas répondre à ses responsabilités familiales. On ramène beaucoup aussi, ils l'ont attaqué, Kamala Harris, ils l'ont attaqué beaucoup sous l'angle de sa vie sexuelle. On pourrait plutôt attaquer peut-être l'harcèlement sexuel que Donald Trump a fait, là, puis les agressions. Là. Puis je veux dire, si tu veux attaquer Kamala Harris parce que tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle dit puis avec ses arguments, puis pas de problème. Mais fais-le sur ses arguments. Exact. Fais-le comme ça. Critique pas ses enfants, tu sais, ou ses non-enfants. Il y a un lien là, entre comment tu agis politiquement puis tes enfants, c'est vraiment pareil, là, c'est sûr, là, tu sais. Oui, puis d'où je trouve que c'est important d'étudier ça. Comment est-ce que les femmes politiques jonglent avec leur vie privée sur les médias sociaux, parce qu'il y en a qui la mettent beaucoup de l'avant, il y en a qui la mettent pas du tout de l'avant. Vous allez voir le Instagram de Mélanie Joly. Désolée, je reviens toujours à elle, mais c'est spécial comme cas. Son Instagram, c'est juste des militaires, ou presque. C'est elle, dans des groupes d'hommes, c'est des photos très professionnelles, très corpo, comme vraiment, il n'y a aucun selfie, là, c'est vraiment très, très droit. Puis je pense que ça contribue à lui donner une légitimité dans son ministère. Alors que tu vas voir Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault, elle est perçue déjà à la base un peu comme une dame de fer, un peu de stricte, contrôlante. Mais tu vas voir son Instagram, là, elle fait des selfies sur la piscine avec ses enfants puis des cocktails. Et c'est vraiment spécial parce que, encore une fois, on revient toujours à ça, mais les modèles sont très variés au sein des femmes. C'est vraiment pas un groupe homogène, même les femmes politiciennes. Là. Fait que chacune un peu utilise à son avantage sa vie privée ou pas. Puis on pourrait dire que c'est un peu la même chose pour les hommes. C'est juste que quand les hommes mettent leur vie privée de l'avant, c'est toujours bien. Sauf quand ils trompent leur femme. Là, mais... ils s'en sortent quand même. Ils s'en sortent quand même, c'est pas grave. Bill Clinton s'en est bien sorti. Oui, mais c'est ça, tu vois. Imagine, mon Dieu. Oui. Mais c'est très intéressant, ça, comment qu'effectivement... Puis si je me fais l'avocat du diable, parce qu'il y en a beaucoup sur Fais attention à ce que tu vas dire, hein? mais il y en a qui vont dire oui, mais si les femmes ou les hommes, peu importe, parce qu'il y en a pour qui il n'y a pas de différence dans le traitement, mettent de l'avant leur vie privée, des politiciens, des politiciennes, qui s'attendent à se faire critiquer aussi là-dessus, s'ils apportent leur vie privée sur la place publique. Est-ce que c'est une critique qui se vaut, selon toi? Ben non, parce que quand tu parles sur la place publique, c'est déjà, tu as un minimum de vulnérabilité. Parce que les gens vont confronter tes idées, puis vont dire que tu n'as pas raison. Puis ça, c'est la démocratie. Ça, c'est normal, puis c'est bien pour le système. La politique, c'est le conflit des idées, puis c'est sain. Mais se faire insulter, faire insulter ses enfants, faire insulter des côtés personnels, ça, c'est pas la démocratie du tout. C'est pas la libre parole. C'est du harcèlement sexuel. Tu sais, c'est du harcèlement tout court. Comme... Fait que, oui, c'est dur aller dans l'espace public. Oui, il faut s'attendre à un certain niveau critique, puis il faut même vouloir de la critique, parce que c'est comme ça qu'on avance. Mais ça dépend sur quoi.
Ouais, Il y a des critiques qui, selon moi, n'ont pas sa place. je suis d'accord. Est-ce que vous avez reçu des critiques au groupe des femmes, à l'Association de Non. Québec? Ou... OK. Individuellement, ben, tu sais, on Ouais. est tous passés par là, mais comme groupe, non. Puis on n'est pas un groupe très... Mhm. Non plus, on s'affiche pas vraiment, tu sais, sur les médias sociaux, on n'a pas de page et tout. Ça passe tout par les Oui Québec. Puis encore là, on est encore à un stade assez préliminaire. Fait que non, on n'a pas eu de difficulté avec ça, mais les rencontres qu'on a, puis on se partage nos expériences. Laissez-moi vous dire qu'avant, on fait un petit avertissement pour dire hey, on va se partager des trucs qui sont pas toujours drôles, fait que si c'est trop, on arrête, tu sais. Parce qu'il y a des histoires d'horreur là, au sein du mouvement politique. Puis il faut les dire, puis il faut les nommer, puis il faut les dénoncer. Mais ça peut faire mal, là. Puis c'est triste, justement, parce que c'est toutes des personnes qui sont venues pour s'impliquer en politique puis qui Ouais. font face, finalement, à des événements qui sont très désolants puis très dommages, là, tu sais. Ouais. Puis c'est souvent par des collègues militants Exact. qui pensent, là, tu sais, Dans des structures de parti qui sont pas faites pour accueillir ce genre de plaintes. Mhm. Puis, tu sais, c'est important que les partis se dotent d'une politique contre les violences à caractère sexuel, que les organisations se dotent d'une politique, parce que ça peut vite déraper, puis les femmes se sentent pas outillées, parce qu'elles le sont pas outillées dans ce cas-là. Ouais. Puis c'est tout le temps aussi pour une personne victime, que ce soit un homme ou une femme, d'agression sexuelle, d'harcèlement sexuel, c'est tout le temps le questionnement de si je dénonce mon ou ma agresseur, j'ai pas envie de non plus nuire au parti, alors que, tu sais, ça devrait Exact. pas avoir lieu comme question si on est victime. Ben, la première étape, c'est d'aller chercher de l'aide, là. Ouais. Puis après ça, on dénonce si on veut ou non, si on se sent prêt ou non, mais, tu sais, on devrait pas avoir... C'est triste qu'on ait cette réflexion-là, tout simplement. Mais tu fais bien de mentionner que ça prend des politiques à ce niveau-là, au sein même des partis politiques, là. Ouais. C'est absolument fondamental. Puis tantôt, tu parlais de Catherine Dorion, qui a vécu beaucoup de commentaires sur son habillement, parce qu'on disait, bon, elle s'habille pas comme une politicienne, puis là, quand elle s'habillait comme une politicienne, bon, tu sais, il y avait tous ces enjeux-là qu'on la ramenait beaucoup à son habillement. Ouais. Qu'on fait moins avec les hommes, en fait, qu'on ne fait pas Ouais, du tout c'est avec ça. les hommes. Là, jamais qu'on va dire, ah, François Legault, son choix de cravate aujourd'hui, laissait lutter. François, il porte toujours le même complet. Est-ce qu'on en T'sais, parle? Puis convaincu qu'on remarque moins l'habillement des hommes. Là, Ouais, mais tu sais, c'est aussi, on remarque moins, mais c'est que c'est une préoccupation vraiment pour les femmes. C'est est-ce qu'il y aura des caméras? Est-ce que je dois mettre des talons? Est-ce qu'on va voir le bas de mon corps ou est-ce qu'on va juste voir le haut de mon corps? Tu sais, ça va être quel angle? Comme, toutes ces questions-là, dans les médias, sont très importantes pour les femmes politiques. Puis elles seront toujours là, ces questions-là. Fait qu'il faut juste accepter. Puis il faut s'en parler, puis savoir qu'on n'est pas toute seule à se dire « Oh mon Dieu, je peux pas mettre cette chemise-là à la télé parce qu'avec les lumières blanches, on va voir au travers. » tu sais. Ouais. Comme... Puis c'est ça. Puis au final, si toutes les préoccupations sont liées à on va peut-être me ramener à mon choix de bijoux, mon choix de. Puis Pauline Marois, c'est quelque chose qu'elle a beaucoup vécu. Ça, c'est un exemple plus ancien parce que des fois, on est écouté par des péquistes, on est écouté par des solidaires, beaucoup. On l'oublie pas, Pauline. Mais c'est ça, justement, elle, ça a été tout un enjeu tout le long de sa carrière de comment je m'habille. Bon, là, les gens disaient qu'elle avait trop de foulards. Fait qu'enlève les foulards. Puis c'est vrai, là, tout ça, là, tu sais, c'était J'ai même pas des fait un questions. sketch dans le bye-bye avec les foulards. Je pense que Ouais. oui. Même à Tout le monde en parle. Je pense qu'on parlait de ses foulards, Mais on parlait oui. de ses bijoux. On peut-tu parler d'autres choses que des foulards de Mme Marois, des bijoux de Mme Marois, de son tailleur, à un moment Après, donné? là, et moi, il y a une partie de ça que je trouve quand même très intéressante parce que, tu sais, en France, ça revient souvent avec les présidents qui ont des montres. Tu sais, c'était comme Sarkozy. Je pense qu'il y avait une montre hyper luxueuse. Puis, tu sais, c'est comme un peu des excès comme ça. Puis, tu sais, c'est vrai que quand tu annonces une politique de logement social, il faudrait idéalement pas porter des longs boutins. Comme, tu sais, je comprends. Mais en même temps, c'est tellement de la petite politique. Je veux dire, c'est tellement un enjeu minime. Tu peux te battre pour le logement social, même si toi, tu vis pas toi-même dans un logement social. Tu sais, fait que on attaque les hommes sur leurs apparences parfois, justement dans ces enjeux-là de classe sociale. Comme on a attaqué Pauline Marois pour ça, comme on a attaqué Christina Freeland. Puis c'est même pas attaqué rendu là, c'est critiquer, puis c'est souligner le fait que c'est peut-être pas le truc le plus approprié, tu sais. Puis je comprends d'où ça vient, cette critique-là, parce que parfois, c'est vrai que c'est un peu incohérent de mettre une montre à 40 000 $ quand t'annonces genre 150 milliards de déficit dans ton pays, tu sais. Comme logique. Mais en même temps, hey, il y a tellement d'autres choses à critiquer. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres jeux, mais on dirait que ça fait comme...
ça fait juste vide un peu de parler de ça. Je me dis, il y a des journalistes qui ont des formations, qui, puis t'arrives après, tu parles de ça, ça doit être super aussi pas motivant pour eux. Finalement, ça apporte à qui? Moi, c'est ça que je me dis. Mais ça vend des journaux. Ouais. Ouais. Ça fait rouler le bye-bye. Ça prend du matériel pour le bye-bye, Exact. finalement. La politique au Québec, c'est juste pour ça. C'est pour le bye-bye à la fin de l'année. Infoman aussi. Infoman, oui. Ouais. Au début de ce bloc-ci, tu as parlé du lien entre la libération des femmes et la libération du Québec. Si je t'apporte sur le terrain du Front de libération des femmes, est-ce que c'est un sujet que tu connais? Oui, mais je suis pas une T'es experte pas une dans leur experte, non. histoire. Puis c'est bien correct. C'est pas pour ça. Mais tu sais, mettons là, pour te donner un exemple, un truc que je sais de ce front-là, que j'aime beaucoup, c'est parce que je trouve qu'il exprime très bien la naissance du lien entre féminisme et nationalisme. Parce que en 1969, il y a eu des grosses manifestations à Montréal avec l'opération McGill français, etc., des arrestations, c'était intense. Puis les autorités montréalaises ont voté un règlement anti-manifestation. Puis l'acte fondateur du Front de libération des femmes, c'était une manifestation contre ce règlement anti-manifestation. Fait que c'était une manifestation dans un sens qui venait en appui à des mouvements nationalistes. Fait que ça vous montre comme l'historique qu'a le nationalisme et le féminisme. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, mais après ça, partir dans les détails... Non, ça va. On veut juste... je trouve ça intéressant parce que ça a été un mouvement quand même important au Québec, puis on en parle assez peu. Pour mettre les gens en contexte... c'est né dans les années, tu le disais, en 69. Ça a été suivi aussi avec tous les événements de la crise d'octobre. Il y a eu le Front de libération du Québec, qu'on connaît quand même bien, mais donc le Front de libération des femmes qui ont fait des avancées aussi pour les femmes, je pense, au niveau, on le voit dans le film Les Roses, si les gens l'ont écouté à la maison, un excellent film, qui ont fait des manifestations pendant le procès de Paul Rose, notamment, pour avoir le droit de siéger. Ils sont un jury, je pense. Oui, puis c'est au départ, le féminisme radical comme du Québec, c'est vraiment lié avec les mouvements de décolonisation. À la fin des années 60, 70, tout ça. Puis, le Québec, ça a suivi un peu les mêmes mouvements. Là, les mouvements féministes se sont ancrés là-dedans, dans ces mouvements de décolonisation contre les États coloniaux et tout. Tout à fait. Ça remonte à loin, là. Oui, Et c'est ça. ça. Rassurant, c'est-à-dire qu'on a plein de sœurs avant nous qui ont travaillé à notre libération. Oui, c'est une belle histoire au Québec. On a là, des belles... Des fois, j'aimerais ça qu'il y ait un endroit où je pourrais juste écouter ces histoires-là, des femmes qui s'impliquent, des militantes, puis qui connaissent des... Tu sais, toutes les... Ah, on pourrait en inviter. On pourrait en avoir. Mais oui. Mais oui, ce serait... Mais même, ce serait un super bel événement à faire avec le comité féministe. Ah. Rassembler des voix. Ouais. Il y en a beaucoup, là, des femmes. On prend juste à Claudette Charbonneau, qui était l'ancienne présidente des Oui-Québec. Elle, c'est une voix très intéressante dans ce mouvement-là. Plein d'histoires, là. Tu sais, Camille, elle me disait que... parfois, elle parle à Colette, puis là, elle lui raconte des événements qu'elle vit genre, en tant que femme militante. Puis là, elle lui répond qu'elle vivait exactement la même chose. T'sais. Ouais. Je me souviens qu'elle a justement raconté ça, Camille. Ah, quand elle est venue ici? Au podcast devant le public qu'on a fait, ça. le podcast de Transpartisan. Un excellent épisode que les gens peuvent écouter à la maison. Sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. On va te prendre, on va t'engager. J'étudie en com. Oui, ça va. Puis donc, là, il y a eu le Front de libération des femmes. Après ça, ça a été quoi les relations entre le mouvement féministe, le mouvement indépendantiste? Ça a pris un petit peu de distance, si je ne m'abuse. Oui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Il y a eu il y a des groupes qui se sont rapprochés, qui se sont éloignés, tout ça. Puis ça a été vraiment des va-et-vient. Mais je pense que c'est toujours dur d'inscrire les enjeux féministes dans le discours politique. À toutes les époques, ce sera difficile. Parce que, pour moi, les enjeux, c'est des enjeux... Les enjeux féministes, c'est des enjeux qui touchent tout le monde. Mais c'est pas toujours compris comme ça. Fait que quand c'est dur d'imposer ses idées, de faire parler de ces enjeux, que tu sens que ta voix, elle porte pas, ben c'est sûr que tu as tendance à t'éloigner. Puis, le mouvement indépendantiste, on s'entend pour dire que ça a été quand même un boys club. Il y en a eu des femmes, il y en a eu des femmes brillantes. Mais c'était pas non plus la majorité. Hein. Fait que je les comprends, les féministes, de s'être éloignés de ça puis se dire, regarde, on va pousser nos enjeux ailleurs que là. Mais je pense que c'est le temps que ça change. Ouais.
C'est la pierre d'assise un peu du comité féministe sur quoi vous allez vous pencher, de ce que je comprends. Donc, de nos jours, vous travaillez là-dessus. Est-ce qu'il y a des... Vous êtes rendu combien dans le comité féministe, si c'est pas indiscret? Ah, mais on n'est pas beaucoup, hein. Je dirais qu'on est une vingtaine, je pense. Ouais, on est une vingtaine. Mais tu sais, comme je disais, on s'est pas affiché, tu sais, on n'a pas fait un lancement de notre comité. En ce moment, tu sais, on a une conversation Messenger, on se rencontre une fois de temps en temps, on partage nos idées. Mais c'est ça, on est en constante, comme, on gagne des membres un peu tous les jours, puis... On entend beaucoup... de plus en plus, malheureusement, des discours antiféministes, des discours misogynes, beaucoup sur les réseaux sociaux. On en a parlé dans les derniers mois médiatiquement. Je nommerai pas le podcast en question, mais tout le monde les a vus sur TikTok, malheureusement. Il y a des gens qui reprennent un peu... c'est ça, qui ont ce genre de discours-là. Puis plus globalement aussi dans la société, il y a des gens... surtout des hommes, qui disent le féminisme aujourd'hui, on n'en a plus de besoin. Les femmes et les hommes sont égaux, égales. Vous leur répondez quoi, ça? Parce que pour moi, c'est un non-sens, mais vous le vivez au quotidien, les inégalités, les iniquités en tant que femme. Oui, mais moi, je pense qu'il y a un gros manque d'éducation. Beaucoup. Je pense que les gens qui vont parler comme ça, c'est qu'ils sont pas éduqués. C'est vraiment ça, là. Puis, je veux dire, j'étudie en éducation, en éthique, justement, puis on parle beaucoup de féministes. Puis dans un de mes stages, j'avais parlé de féminisme devant une classe de garçons de secondaire 5. Puis il était comme « Ah, madame, vous connaissez Andrew Tate? » Puis c'est super... Genre, moi, je me suis sentie tellement... J'étais contente de pouvoir leur en parler, mais c'est fou, c'est comme un autre modèle. Puis je me disais « OK, mais ils ont peut-être pas eu beaucoup de cours sur le féminisme. Est-ce qu'ils savent c'est quoi même? Est-ce qu'ils savent d'où ça vient? Est-ce qu'ils connaissent définition? » Parce que moi, je pense que c'est vraiment un manque d'éducation. Je pense que ces gens-là qui vont parler, c'est beaucoup ça, là. Tu sais, le post-féminisme, ça vient de l'idée selon laquelle on y est arrivé à l'égalité. Et, tu sais, les femmes ont le droit de vote, c'est bon, c'est dans la poche, tu sais. Mais évidemment, c'est pas du tout le vrai. Comme on n'est pas rendu là au post-féminisme. On a encore besoin du féminisme. C'est un outil qui est extrêmement important. Puis comme tu le dis, je pense qu'il y a encore un travail de vulgarisation à faire, puis il y a aussi un travail de mettre des voix des femmes en avant. Ouais. Tu sais, juste dans le mouvement indépendantiste, on a besoin de femmes indépendantistes qui parlent dans les médias, qui se font élire. On a besoin de plus, parce que c'est comme ça qu'on va montrer que il y a des réalités différentes. T'sais. La représentation, là, finalement. Là, exact. Ouais. Puis que c'est peut-être une femme qui va faire l'indépendance du Québec, tu sais. Puis que ça sera pas juste les René Lévesque de ce monde, bien qu'on les aime, là. Ouais. Il faut qu'on ait d'autres images, il faut qu'on ait d'autres personnes à qui se rallier, puis, comme dans n'importe quel domaine. Puis plus globalement, c'est le peuple qui va faire l'indépendance. Puis dans le peuple, il y a, c'est ça. Il y a des hommes, puis il y a des femmes, puis c'est à peu près moitié-moitié. Puis je pense qu'il y a même plus de femmes au Québec que d'hommes. Là, statistiquement. C'est peut-être pour ça que j'ai pas de chum. Puis pour répondre aussi à ceux et celles qui disent, mais surtout ceux qui disent que le féminisme, c'est plus important aujourd'hui, vous l'avez mentionné avec les cliniques d'avortement, qui sont moins accessibles dans le reste du Canada, mais aussi au Québec. Vous l'avez mentionné avec, tu l'as très bien mentionné, avec les pensions de retraite. Ouais. C'est un enjeu qui est très, très concret, là, puis c'est économique. Là, c'est pas juste... non, ça touche tout le monde. Oui, toutes les femmes. C'est ça. C'est ça, tout le monde. Mais les hommes ne sont pas concernés, comme je le disais. Moi, si tu ne me l'avais pas dit, puis si personne d'autre me l'aurait dit dans ma vie, jamais, probablement, que je m'en serais aperçu. Peut-être que je m'en serais aperçu au travers des yeux de ma conjointe, mais c'est ça, c'est qu'on s'en rend pas compte. Si on tient ce discours-là que le féminisme n'est plus important, c'est qu'on se rend pas compte des enjeux que ça touche encore aujourd'hui. Mais je pense que aussi des fois, c'est comme de comparer des petites choses aussi. Tu sais, par exemple, je me souviens quand j'ai 18 ans, puis je commençais à sortir, mes parents étaient comme « surveille tes amis, fais attention », puis tout. Mais quand je parle avec mon chum puis son groupe d'amis, ils vont jamais parler de genre « hey, attention, si tu te fais dans ton verre, surveille ton verre. Là, si tu fais la salle de bain, vas-y avec une de tes amies. Là, à la fin de la soirée, on vient ensemble. » Tu sais, c'est comme des petites choses comme ça que finalement, tu réalises qu'on a comme pas vraiment la même réalité. Puis là, il y a plein d'exemples, puis c'est différent pour toutes les femmes. Mais moi, c'est des petites choses comme ça que des fois, ça me rappelle que je parle avec des hommes ou des gens, des gars, puis je suis comme « Ah, vous avez jamais pensé à ça?
tes amis, t'es expo le soir, après, t'es-tu arrivé chez toi? Ouais. Ah! Puis il y en a qui, y a des gars qui le font, mais moi, je pense que je généralise beaucoup, là, quand je sais, c'est comme plein de petites choses que tu réalises, OK, là, ouais, on n'a pas... Oui, je peux conduire, tu peux conduire, là, je peux voter, tu peux voter, Ouais. mais c'est plein de petites choses comme ça que c'est des réalités, Ouais. finalement, qui sont différentes, là. Ouais, puis c'est pour ça que les hommes doivent écouter leur mère, puis leurs sœurs, puis Oui, leurs oui. amis, puis puis les Catherine Dorion du monde, parce que... Ben Puis oui. les parce Florence Colette, les Puis, Marguerite Hey, Landry. oui. Parce que il faut que les informations se passent. Tu sais. Mhm. Il faut qu'on soit curieux et curieuses les uns envers les autres. Ouais, Puis vraiment. qu'on reste pas dans nos propres situations en pensant qu'on connaît la réalité de tous et toutes. Parce que c'est pas vrai. Ben non, c'est ça. Puis, ouais. Absolument. Mais j'aime ça qu'il faut être curieux. Je trouve ça le fun, c'est... Oui, faut parce être que... curieux. On n'est pas juste nous puis notre individuel, notre Non. personne, là, tu sais. Puis c'est pas... Tu sais, c'est pas dans la confrontation. C'est pas dans « ben non, vous avez pas raison » ou « voyons donc » ni d'un côté ni de l'autre. C'est vraiment dans la curiosité, puis d'en poser des questions, puis s'informer, puis de se remettre en question, douter. C'est bien, là. Puis c'est comme ça qu'on va tous devenir les meilleurs citoyens, citoyennes. Ouais. Mais tu sais, genre là, je reviens encore à l'éducation, mais mettons l'éducation sexuelle des femmes avec les menstruations avant, là, genre, Ouais. il y a peut-être comme 5-6 ans, je sais pas vous, mais nous, on est séparés, genre les gars, comme si les gars Ouais. avaient pas besoin de savoir c'était quoi des menstruations, Ouais. genre. Mais tu sais, c'est fou de penser à ça parce que je me dis, ces gens-là ont des... Ces hommes-là ont des femmes, ont des sœurs, ils vont avoir des blondes, vont avoir des Ouais. tantes, tu sais, c'est comme... Mais, ouais, c'est des filles, exactement, mais tu leur parles pas de menstruation, c'est comme... Genre, la menstruation, c'est tellement de base pour moi. C'est comme des petites choses comme ça que je me dis, on peut changer ça, là, tu sais, on peut parler de... En tout cas, ouais. Ouais. Mais parlons-en de ça, justement. Tu m'allumes sur Ouais. ce sujet-là. Comment ça qu'il n'y a pas de congé menstruel au Et Québec? moi, là, j'y Ah. pense à chaque mois. Moi aussi, À je fais chaque ça. mois, je me dis, hey, comme, Mm. je vais vous expliquer. Moi, mes menstruations sont très, très, très douloureuses, mais Mm. vraiment comme à en vomir et à s'en évanouir. Ah. Puis, en ce moment, à mon travail, je travaille 4 jours par semaine. Puis le 5e jour, dédié à ma maîtrise. Mais une fois par mois, le jour où je suis KO de mes règles, ben ça va être mon jour de maîtrise, tu sais, qui va tomber à l'eau. Fait que je perds Ouais. ça. Je perds une journée au complet dans ma productivité. Parce que je peux pas juste dire, ben j'ai mes règles parce que je suis pas malade. Ouais. C'est quel pays? C'est-tu le Portugal? L'Espagne. L'Espagne. Ça, c'est l'Espagne qui Ouais, a des congés. ouais. Mais c'est temps. Puis c'est ça, là. On parlait tantôt de changer nos lois puis nos institutions, là. Et ça, c'est une maudite bonne idée. Ouais, pour les personnes qui sont menstruées, là, tu sais. Ouais, ouais. C'est... Puis ouais. après, puis tu sais, écouter les enjeux féministes dans la réalité, c'est pas aussi juste parler de, tu sais, des enjeux qui touchent juste les femmes. C'est aussi accepter que quand une femme parle d'économie puis d'armée, elle est crédible. Ouais, c'est bon, ça. Puis ça, ça, moi, je trouve que c'est la partie la plus difficile à faire. Parce que c'est pas parce que j'ai une petite voix que je suis pas capable de te parler de terrorisme, tu sais, puis que je suis pas une experte en terrorisme. Je pense que la voix des femmes aiguë, petite, faible, entre guillemets, là, elle est pas assez valorisée. Pour être un leader, il faut parler grave, tu sais, il faut y aller d'une façon masculine cliché. Parler de la guerre. Ouais, mais c'est ça qu'il faut changer. Mais même chez les hommes, il y a cette pression-là. Tu sais, on Oui. le voit en France, il y a eu les élections législatives. Il y avait beaucoup d'analyses qui se faisaient autour du fait que les deux principaux rivaux sont... Ben, non, il y avait 3 pôles, là, mais deux des pôles étaient dirigés par des hommes. Gabriel Attal, qui dirigeait le bloc présidentiel, puis Jordan Bardella, le Rassemblement national, le Front national. Il y avait des analyses du fait que Jordan Bardella est plus carré, ça tient plus droit, est Ben plus oui. bâti, puis que Gabriel Attal est un petit peu plus petit, un petit peu plus, tu sais, un petit peu plus repenché sur lui-même, puis que ça peut jouer aussi, tu sais, sur l'électorat, sur la confiance de l'homme qui dégage. Fait que pour une femme, c'est encore même plus Ouais, puis difficile d'être crédible dans ce Ouais, puis contexte-là. genre, il y a une chercheuse féministe française qui a écrit un livre qui s'appelle « Le sexisme sur la voie publique ». Puis c'est voix comme la voix dont on parle. Puis c'est exactement ça, c'est se dire que la voix... On fait confiance aux voix graves. On fait pas confiance aux voix haut perchées. On fait confiance aux voix qui parlent lentement. Puis depuis 50 ans, la voix des femmes a baissé dans le niveau de hertz. On a tendance à aggraver notre voix exprès pour qu'on nous fasse confiance puis qu'on nous prenne au sérieux. Oh.
C'est horrible, là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est le social qui a un impact sur le biologique. Mm. Très intéressant. Ouais, incroyable, mon Dieu. Si on passe au bloc sur la collaboration entre les indépendantistes, parce que, comme on le disait en début d'épisode, tu es au Oui-Québec, tu t'es impliqué au mouvement des jeunes souverainistes. Le mouvement des jeunes souverainistes, au fond, il y avait essentiellement des gens très à gauche, très à droite aussi, puis des gens aussi un petit peu plus entre les deux, beaucoup plus de gens entre les deux. Au Oui-Québec, c'est aussi ça. Il y a des gens plus à gauche, des gens plus à droite, des gens plus au centre, beaucoup de gens plus au centre, puis centre-gauche, centre-droit. Est-ce que tu penses que c'est essentiel, ça, pour l'indépendance, d'avoir une collaboration entre les différentes factions politiques, si on veut? Oui. Ben, je pense que, ben, en fait, c'est exactement l'image du féminisme. Tu sais, il y a plein de branches, il y a plein d'idées. Parfois même, il y a des choses qui sont en contradiction. Mais c'est pas grave. Tu sais, oui, ça rend notre tâche plus difficile. Parce que les gens de gauche, ben, ils n'ont pas le choix de dialoguer avec les gens de droite. C'est plus difficile, on préférerait rester chacun dans son coin, tu sais. Mais c'est essentiel. C'est essentiel qu'on se parle, c'est essentiel qu'on se parle tous et toutes maintenant. Parce que quand ce sera un référendum, ça sera trop tard là, pour commencer à dialoguer entre les forces indépendantistes. Il faut commencer maintenant. Il faut établir des liens maintenant. C'est quoi le risque si le dialogue, justement, s'établit pendant... Mettons que le Parti québécois prendrait le pouvoir, puis sens-toi à l'aise de ne pas répondre à cette question-là si je m'aventure trop dans la joute partisane, mais si le Parti québécois ou Québec solidaire prendrait le pouvoir, l'un des deux partis politiques indépendantistes prend le pouvoir, sans avoir préalablement des canaux de communication à tout le moins, est-ce que toi, tu penses que ça pose un risque, justement, qu'il y a un rapport de force inégal à ce moment-là qui peut se créer? Oui, bien c'est sûr que... c'est sûr que je pense que le danger, c'est que les gens se fassent embarquer dans les logiques partisanes au détriment de l'indépendance. T'sais. Au lieu de dire « Hey, moi, ma priorité, c'est l'indépendance, je vais voter pour n'importe qui veut le faire », de se faire emporter par les joutes. Puis je comprends, c'est normal, c'est comme ça que le système est fait, puis on veut pas abandonner ses principes comme ça. T'sais. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on doit se parler maintenant. Il y a plein de pays. Mettons, en Catalogne, il y a plus qu'un parti indépendantiste, là. Ça se fait avoir plein de forces indépendantistes. Ça se fait avoir une société civile indépendantiste forte, tu sais. Puis je pense que c'est même utile. Puis oui, Québec, ben, c'est ça qu'on prône, tu sais. On prône l'unité des organisations, des indépendantistes, des individus, l'unité cognitive, tu sais. C'est pas soyons tous d'accord, c'est parlons-nous autour de la même table un peu, puis tu sais, c'est discutons, puis ayons des débats tout de suite, comme ça, quand on va faire un référendum, ben, au moins, on va se connaître. Oui, c'est important, ça. Ouais. C'est pour ça que je parle avec Marc, même si c'est exact. On est quand même d'accord sur oui, il y a beaucoup de... Ben oui, là, on n'est pas vraiment à l'opposé du spectre, mais de la gauche et de la droite non plus, là. Ce serait peut-être plus difficile de parler de certains sujets, mais est-ce que, tantôt tu parlais du féminisme, puis on comparait un peu ça, est-ce que pour toi, le féminisme, c'est plus de droite ou de gauche, ou c'est même pas sur l'axe, dans le fond? Si... Je sais pas, c'est vraiment, tu sais, c'est... Tout le monde est féministe pour des raisons différentes, il y a des grands courants, mais bon, ça reste que quand tu es dans une lutte contre les rapports de pouvoir et les rapports de domination, c'est rare que tu es super à droite, là, mais on sait jamais. Oui, on sait jamais. On a collaboré, je vais reprendre. On a collaboré ensemble, toi et moi, pour l'épisode transpartisan qu'on a fait avec les ailes jeunesse des partis politiques. Tu as trouvé ça comment, toi, de voir justement des jeunes péquistes, des jeunes bloquistes, des jeunes solidaires, des jeunes des Oui-Québec, des jeunes de Génération Oui, collaborer tous ensemble malgré nos différences, mais on avait tous une chose en commun, on veut que le Québec soit un pays? Ah, moi, c'est le genre d'événement que je préfère. Vraiment, c'est comme... Tu sais, ces gens-là qui ont décidé de militer dans un parti, c'est déjà un acte extrêmement courageux. Puis, tu sais, il faut être engagé politiquement là, pour s'engager dans un parti. Ça prend beaucoup de détermination. Puis, ils sont là, puis ils discutent avec des gens qui ont fait le même choix, mais pour d'autres idées, mais qui ont quand même quelque chose en commun. Je trouve que ça montre la force de l'indépendantisme, tu sais, puis de l'indépendance du Québec comme idée en soi. Parce que ça rassemble tellement de gens pour plein de raisons. C'est beau, ça. Puis souvent, on le voit comme un peu quelque chose qui va nous bloquer. Tu sais, il y a plein de visions nationalistes différentes. Comment on va faire pour arrimer tout ça? Mais moi, je trouve que c'est super beau d'avoir toutes ces visions-là différentes. Parce qu'on peut se mettre d'accord qu'on veut que le Québec soit un pays. Il y a différentes raisons.
Ça varie avec l'actualité. T'en es un exemple. Mais au final, on sait tous que d'avoir notre liberté de choisir en tant que peuple, d'avoir nos outils politiques, nos leviers économiques, nos leviers législatifs, nos leviers de relations internationales, ben ça va être profitable pour la population du Québec. Peu importe qu'on décide d'aller plus vers la droite ou plus vers la gauche, c'est la démocratie. Moi, je suis un petit peu plus à gauche qu'à droite. Mais si on devient un pays puis qu'on décide d'être un petit peu plus à droite, bien, ce sera un choix démocratique des Québécois et des Québécoises, alors que présentement, le Canada va faire le choix de virer un petit peu plus vers la droite, alors que le Québec ne fait pas ce choix-là. On est la seule province, selon les projections électorales, qui ne va pas voter pour le Parti conservateur. Le Parti conservateur du Canada va être 3e au Québec si la tendance se maintient. Donc, on va avoir un gouvernement qui ne nous représente pas. Le gouvernement fédéral ne nous représente jamais. Jamais. Mais là, c'est encore plus vrai qu'on va pas voter. On va être la seule province. On va être complètement isolé. C'est fou. Ouais, ben, je suis vraiment d'accord avec toi. Je me souviens plus. Ben, on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord aujourd'hui. On est tous d'accord là-dessus, là, mais ouais, non, c'est intéressant. Puis je trouve ça fun comment t'amènes comme la vision de... ça va être notre 3e ici, genre les conservateurs. On dirait que je pense pas à ça quand je pense au fédéral. En fait, je pense jamais au fédéral. Donc, j'essaie d'oublier un peu. Je suis dans la division du fédéral. Mais c'est fou, tu sais, quand même, on va tellement pas être représenté par notre gouvernement du pays du Canada, là, en tout cas. Puis ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'on le sait que les provinces de l'Ouest sont conservatrices. Ça, c'est peu importe qui va se présenter là-bas, ça va être conservateur. Mais même l'Ontario, qui votait libéral aux dernières élections, sont rendus avec des projections de 46 % pour le Parti conservateur du Canada. 46 %, ils ont presque la majorité, tu sais. C'est contagieux. Ça arrive! C'est ça, c'est comme on dirait que ça s'en vient vers nous. Là, je suis comme non, pas ici. Résistons, on a le bloc. C'est bon. Passons à notre volet ça ou ça. On se dirige vers la fin de l'épisode. Je pense que j'avais oublié de te prévenir. Oui, j'ai appris, là, ton saut. Ça va bien aller. Ça va très bien aller. Les gens s'en sortent bien. Si tu le veux bien. Donc, je te poserai quelques questions en rafale. Donc, c'est des questions courtes. Il faut que tu fasses le choix entre les deux propositions que je vais te faire. Puis, c'est sans justification. J'ai pas le temps de me justifier. On pourra y revenir par la suite. Si je dis des énormités. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse, là. Ouais, puis il y a des questions qui sont... Il y a juste des mauvaises réponses. Il y a des questions qui sont volontairement compliquées. OK, je suis prête. OK. Lève-tôt ou lève-tard? Lève-tôt. Pauline Marois ou Françoise David? Pauline Marois? Marine Le Pen ou Donald Trump? Ben voyons. Pauline Julien ou André Ferretti? Pauline Julien. Deuxième vague du féminisme ou troisième vague du féminisme? Troisième vague. Québec indépendant avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement provincial de gauche? Québec indépendant avec un gouvernement de droite. Convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Ben, convergence. Voilà. Attention. Est-ce qu'il y avait un des choix sur lequel tu voulais revenir? Il me semble ne pas avoir de controverse ici. Écoutez, Marine Le Pen, Donald Trump, j'étais contente de répondre. Hein. C'est une question compliquée. C'est une question compliquée, hein, parce que... Mais en même temps, tu sais, Marine Le Pen, c'est une femme, mais c'est pas toutes les femmes qui sont des enfants de cœur, hein, faire attention. Donald Trump non plus. Mais le pauvre, il se fait tirer. Hey. Pauvre, lui. Ça me donne envie de voter pour lui. Bon. J'ai trop pitié. Ouais, le pauvre. Mais il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Hein. Oui, effectivement. Ouais, mais il y a une voix là, qui l'a protégé, en tout cas. Elle a été protégée. On remercierait nos commanditaires, ben oui. Encore une fois, le Fonds indépendantiste du Québec qui nous a permis d'enregistrer cet épisode. Merci beaucoup encore une fois. Si vous avez si vous voulez aller visiter leur site internet fidq.québec, ça va être dans notre description. Très intéressant, tous les projets qui soutiennent. Ça vaut la peine d'aller y jeter un coup d'œil. On remercie également la boutique 50% plus 1. Vous le savez, ils ont de magnifiques produits à l'effigie de l'indépendance. Les Oui Québec organisent un michoui à Trois-Rivières, le célèbre michoui de la présidente, qui a lieu chaque année à l'île Saint-Quentin. Cette année, ça a lieu avec Jacques Letourneau de la CSN, qui va prononcer un discours. À la musique, on va retrouver Pierre-Luc Briand, Isabelle Blais. Donc, j'imagine qu'on invite les gens à se... Ah, ben oui, c'est toujours le fun. C'est vraiment un beau parc, honnêtement, l'île. Puis j'ai entendu dire que le michoui était excellent, d'ailleurs. On m'a dit que le traiteur, il était vraiment bon. Ouais. Donc, les gens qui veulent se procurer des billets, ça se fait en ligne. Le lien va être également dans notre description. C'est le 7 septembre. C'est le 7?
Oui, c'est ça, oui, c'est le ça que je 7 dis. Ouais. septembre. OK, parfait. Oui, le 7 septembre. Donc, vous pouvez vous procurer vos billets en ligne. Donc, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner. Ça va nous permettre de diffuser cet épisode-là encore plus massivement si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à le partager, à l'aimer et à le commenter. Et sur ce, on se dit À la prochaine fois.